l'attendiez, c'est vraiment le signe que la saison a repris, l'effet du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Ousmane Dembélé a été désigné homme du match, que ce soit par l'UEFA mais également sur la plupart des applications foot. Beaucoup n'ont pas compris le match d'Ousmane Dembélé parce qu'encore une fois, dans la tête de tout le monde, un numéro 9 ça doit être un renard de surface, alors qu'Ousmane Dembélé n'est pas un véritable numéro 9, c'est plutôt un numéro 10 positionné sur le rôle de numéro 9. C'est pour ça qu'on appelle ça un faux 9. Et dans son rôle de faux 9, Ousmane Dembélé a tout simplement été excellent, puisque quasiment toutes les situations qu'a eu le PSG hier soir sont passées par ses pieds. En plus, c'est lui le passeur décisif sur l'égalisation de Gonzalo Ramos. Lorsqu'il a été repositionné ailier droit, il a tout simplement mélangé la défense de Tottenham, nous rappelant justement à quel point il ne joue pas à son poste quand il joue faux 9. Comme d'habitude, sur les pénaltys, il a pris ses responsabilités en allant transformer le sien. Bref, sans préparation, match XXL de la barre d'Ousmane Dembélé. Avec son 14e trophée remporté, Nuno Mendes devient le joueur de 23 ans au moins le plus titré de l'histoire. Il n'a pas joué la rencontre, mais il était quand même inscrit sur la feuille de match. João Neves a remporté donc son 10e trophée avant ses 23 ans et fait donc son entrée dans le classement. En remportant son 17e trophée en club, Achraf Hakimi devient le 3e joueur de nationalité africaine le plus titré de l'histoire. Et donc dès cette saison, Achraf Hakimi pourrait bien dépasser Yaya Touré ainsi que Samuel Eto'o. En remportant la Super Coupe de l'UEFA devant Tottenham, le Paris Saint-Germain devient la première équipe française de l'histoire à remporter cette compétition. À jamais les premiers, le Paris Saint-Germain l'était déjà, puisque le club était déjà l'équipe française avec le plus de coupes d'Europe de toute l'histoire. Et avec sa 3e, donc, le PSG creuse encore plus l'écart. Oui, le sextuplé du Paris Saint-Germain est encore possible. Je n'ai jamais fait un seul cours d'espagnol à l'école, mais je sais que sexto en espagnol, ça veut dire 6e. Donc, le Paris Saint-Germain peut remporter 6 trophées sur une année, puisqu'il reste encore une compétition au Paris Saint-Germain à jouer sur l'année 2025. Il s'agit de la Coupe intercontinentale qu'on appelait avant la Coupe du Monde des clubs et qui va se dérouler au mois de décembre prochain, qui va donc opposer le Paris Saint-Germain à tous les vainqueurs de Ligue des Champions continentale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle désormais cette compétition la Coupe intercontinentale. Et donc si d'aventure le PSG remportait ce trophée, ça ferait donc 6 titres sur une année civile, ce que seul le Barça et le Bayern Munich ont réussi à faire dans l'histoire. Luis Enrique a remporté sa 13e finale sur 14 finales disputées en tant qu'entraîneur. La seule finale qu'il a perdue pour le moment, c'est évidemment la Coupe du Monde des clubs. Et enfin le dernier, c'est vous qui m'avez beaucoup posé cette question. Est-ce qu'Ilia Zabarni a remporté la Super Coupe d'Europe? Eh bien malheureusement, non, il n'a pas pu être inscrit pour le match, il n'est pas dans le groupe non plus pour disputer la rencontre, donc il ne peut pas être considéré comme étant le vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA. Par contre, on a pu voir Marquinhos à la fin du match lui donner sa médaille. Pour rappel, Ilia Zabarni, il est de notoriété publique comme étant le remplaçant de Marquinhos. Marquinhos sait pertinemment que ce mec-là va un jour, quoi qu'il arrive, le mettre sur le banc. Et malgré tout, en bon capitaine, il a souhaité le faire participer à la fête en lui offrant sa médaille, en lui passant le trophée dans les mains et en ayant un mot sympa pour Gianluigi Donnarumma en interview qui lui n'a pas été convoqué. Quand on vous dit que ce mec est la plus grande légende du Paris Saint-Germain et que pour être cette légende, il n'y a pas besoin de marquer 250 buts. Faut juste être un superbe humain et c'est comme ça que tu seras aimé des supporters. Bravo, champion, mon frère. Vous croyez que les pirates n'auront plus le droit de rêver? Le Paris Saint-Germain remporte son 5e titre de l'année, son 5e titre de l'année. Le sextuplé est toujours possible, les frères. Dans un match que le Paris Saint-Germain aura absolument tout fait pour perdre, en étant physiquement à court, mais surtout en faisant des erreurs techniques complètement grotesques, laissant Tottenham mener 2-0 à la 55e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain sera mené jusqu'à la 85e minute de jeu avant que, vous ai-je déjà parlé de Kangengli, inscrive le 2-1, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Le Coréen le plus critiqué de l'histoire remet donc le Paris Saint-Germain sur de bons rails avant qu'Ousmane Dembélé, le ballon d'or 2025, je le répète, envoie un ballon magnifique sur la tête de Gonzalo Ramos qui remettra le Paris Saint-Germain à 2 buts partout. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'était déjà remis à l'endroit techniquement et même si physiquement c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, à l'orgueil du champion, le Paris Saint-Germain est allé arracher cette séance de tir au but. Et sur la séance de pénalty, eh bien c'est Lucas Chevalier, très critiqué par une partie des supporters du PSG, qui va stopper l'un des pénaltys de Tottenham, permettant au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la séance de tir au but et donc son 5e titre de l'année. Cette première partie de saison va être compliquée pour le Paris Saint-Germain parce que physiquement le PSG n'a pas fait de prépa et c'est pour ça que Tottenham a pu exister dans le match et a pu croire même pouvoir l'emporter
l'emporter. Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe de champions. Mentalement, cette équipe n'est plus la même. Le PSG n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Et ça, le PSG le doit à un homme, Luis Enrique. Aujourd'hui, c'est une équipe de champions qui, même bousculée comme ce soir, sait comment trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Les gars, ça fait 32 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain et je vous le dis, je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe que ce soir. Je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette vidéo, quoi que ce soit mon quotidien. Et le délire autour d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé commence sérieusement à me péter les couilles. On a tous vu le match hier soir et oui, Achraf était à côté de ses pompes. Là, on parle pas physiquement, on parle surtout techniquement. Il a fait quasiment à chaque fois les mauvais choix, il a perdu 9 ballons en 20 minutes de jeu, il a été exécrable dans les duels. Clairement, on voyait hier soir qu'il n'avait pas la tête au match, mais sûrement la tête à tout ce qu'il y a d'environnant en ce moment autour de ce putain de ballon d'or de merde. Je reste sur ma position de départ. Quand on voit la réaction d'Achraf Hakimi hier soir, quand les supporters du Paris Saint-Germain étaient en train de chanter Ousmane Ballon d'Or, on voit que c'est un mec qui kiffe ce qui est en train d'arriver pour son pote. Le fait qu'il ait changé de discours et qu'il se soit déclaré pour le Ballon d'Or, pour moi, ça a été un bourrage de crâne. I cannot say like if I deserve or not. That is you guys, journalists, who gonna decide in the end. But I'm really happy to be in this conversation, in this fight of the Ballon d'Or. But I am just focused in my team. Win title with my team and try to give my best. Il a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à quel point les Marocains le poussent pour qu'il soit Ballon d'Or. Donc forcément, il a voulu répondre positivement à tout l'amour que le peuple marocain lui envoie. Et je me mets à sa place, évidemment que je le comprends. On aurait tous fait la même chose. Par contre, tout le délire autour de vouloir les diviser et vouloir expliquer qu'Achraf Hakimi serait un ennemi ou un traître au Paris Saint-Germain, ça, je suis pas corda avec ça du tout. Je sais que les Marocains parlent beaucoup et qu'ils insultent la moindre personne qui ne soutient pas publiquement Achraf Hakimi. Mais je l'ai déjà dit et je le redirai s'il le faut. Ces mecs-là veulent défendre Achraf Hakimi par nationalisme. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si beaucoup d'entre eux vous expliquent que si Hakimi n'est pas Ballon d'Or, le Ballon d'Or doit être Lamine Yamal. Pourquoi? Eh bien parce que Lamine Yamal a également des origines marocaines. Ils en ont rien à foutre de la saison du Paris Saint-Germain. Ils en ont rien à foutre de pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre Ousmane en avant plutôt qu'Achraf. Mais ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est qu'Achraf Hakimi, c'est l'un des nôtres. Que les Marocains l'acceptent ou non, c'est pas mon problème. Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain et en tant que tel, il aura tout notre soutien jusqu'à la fin. Maintenant, on a choisi. Notre Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Et le match de hier soir montre et prouve pourquoi on ne s'est pas trompé en mettant Ousmane plutôt qu'Achraf. Maintenant, de ce que je vois, et encore une fois, je parle uniquement de ce que je vois, il y a des Parisiens qui sont là en mode, ils veulent dénigrer Achraf Hakimi. Mais vous êtes fous. Ce n'est pas parce que vous vous faites attaquer par ses fans que vous devez perdre d'objectif qui est Achraf Hakimi. C'est l'un des nôtres. Il fait partie de la famille Paris Saint-Germain et il en fera partie à vie. Achraf Hakimi est le plus grand latéral droit de l'histoire. J'en ai rien à faire que ça blesse des égos ici. Il a littéralement cassé le game et tout ça il l'a fait avec la tunique du Paris Saint-Germain sur les épaules. Donc on n'a absolument pas à le dénigrer parce qu'il veut faire plaisir à son pays. Maintenant je vous remonte les images au cas où vous les auriez oubliées. Achraf Hakimi était en train de kiffer hier soir par rapport à ce qui se passe pour Ousmane Dembélé. Donc il n'y a pas de problème entre les deux, il n'y a pas de guerre entre les deux. Ne laissez personne vous convaincre que les propos d'Achraf Hakimi vont créer un problème dans le vestiaire. Il n'y aura pas de problème. Et de la même façon, ne laissez personne vous faire croire également que Achraf Hakimi n'est pas légitime pour être Ballon d'Or 2024-2025. Il est totalement légitime. Si Dembélé n'avait pas fait la saison qu'il a fait, Hakimi aurait totalement été le Ballon d'Or le plus crédible. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que pour moi le débat est terminé depuis très longtemps et que si vous comprenez toujours pas pourquoi Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or 2024-2025, eh ben il faut que vous retapiez sa saison. Et je le répète, dans tous les cas, même si c'est Achraf Hakimi qui prenait le Ballon d'Or, les gars, on va célébrer ce Ballon d'Or quoi qu'il arrive. Il est pour le Paris Saint-Germain et c'est ça le plus important. Ne laissez personne vous faire croire qu'il y a un autre débat. Rebeu, Renoir, etc. Ce débat n'existe pas. Laissez ceux qui veulent amener le débat sur ce terrain-là débattre entre eux. Et là, je parle vraiment pour les deux côtés. Laissez-les dans leur trou. La seule chose qui compte, c'est qu'à la fin, le Paris Saint-Germain remporte le Ballon d'Or 2024-2025. C'est tout ce qui compte. Les haters vont dire que ce n'est qu'une excuse. Sauf que moi, je vous le répète depuis avant même la Coupe du Monde des clubs. Comment la FIFA et l'UEFA se sont réunis et se sont dit que ce serait une excellente idée de faire jouer le Paris Saint-Germain avec une semaine de préparation contre une équipe qui, elle, a déjà une préparation complète, mais surtout 6 matchs dans les jambes. Comment l'UEFA et la FIFA se sont réunis et se sont dit que ça allait être une excellente idée
décider. Cette Coupe du Monde des clubs de merde dont je vous ai dit dès le début que c'était une compète de merde, ben voilà, j'espère que vous en avez bien profité. Parce que ce soir, on a vu la différence entre une équipe qui globalement est nulle, mais qui physiquement est prête, avec le Paris Saint-Germain, qui physiquement n'est pas prêt. Pour une compétition de merde qui a servi de propagande à Donald Trump, le Paris Saint-Germain va rater tout son début de saison. Ce que vous avez vu ce soir va être le miroir de nos premiers matchs pendant un mois et demi. Et dans un mois, la Ligue des Champions aura déjà repris. Donc j'espère que vous en avez bien profité de votre Coupe du Monde des clubs pour laquelle vous m'avez insulté quand je vous avais dit qu'il fallait qu'on se fasse sortir dès le premier tour et que les joueurs partent en vacances. Encore une fois, ce soir, on a bien vu à quel point quand physiquement les joueurs ne sont pas au point, eh ben c'est des joueurs lambda, c'est des joueurs quelconques. Ce soir, Tottenham, ils sont pas plus forts que le PSG, mais ils sont physiquement au point et ça fait la différence. Bref, on repassera la prochaine fois que vous voulez m'apprendre le foot. Oui, je sais, les Marseillais, c'est très dur à avaler. Et tout ça en à peine 6 mois. Hein. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe de France, Championnat, Trophée des Champions. En même pas 6 mois. Les Marseillais viennent pleurer en nous expliquant c'est facile, il n'y a aucun joueur français dans votre équipe. Ils disent qu'il n'y a aucun joueur français au Paris Saint-Germain. D'accord. Lucas Chevalier, français. Presnel Kipembe, français. Lucas Hernandez, français. Warren Zaïre-Emery, français. Mayoulou Mbaye, français. Barcola, français. Désiré Doué, français. Ousmane Dembélé, français. Je m'arrête là ou j'arrête? Combien y a-t-il de français dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît? J'essaye de réfléchir, je n'en trouve pas. Et en plus, les 2 français qui leur restaient, ils sont partis à Rennes. Combien y a-t-il de joueurs français à l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît? Je ne peux même pas t'en citer un. Je ne peux même pas t'en citer un. Il n'y a aucun joueur français dans l'équipe de l'Olympique Marseille. Voilà. On a 8 joueurs français ou 9 joueurs français au Paris Saint-Germain qui, en plus de ça, sont souvent titulaires ou rentrent en jeu. Ils n'ont plus aucun argument, les mecs. Ils n'ont plus aucun argument. Vous n'avez aucun joueur français, les Marseillaises. Votre entraîneur n'est pas français, il est italien. Votre directeur sportif est marocain. Votre président, actionnaire, propriétaire est américain. Donc balayez devant votre porte. On a 9 joueurs français potentiellement titulaires. Vous en avez aucun. Donc arrêtez de nous suivre. Arrêtez d'être jaloux et pensez à votre club. Vous êtes misérables. Et regardez comment c'est beau cette armoire. Vous l'aurez jamais. C'est trop une dinguerie la stat qui vient de sortir, le PSG va gagner la Ligue des Champions une nouvelle fois cette saison. Ils vont faire le back-to-back, c'est sûr et certain. Hier, le Paris Saint-Germain a gagné une toute nouvelle compétition pour son année 2025 et pour la saison 2025-2026 qui est la Super Coupe d'Europe. Mais dans ce match-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit qui fait que le PSG est sûr d'être champion d'Europe cette année. La dernière fois que Kang In Lee a été le premier buteur de la saison, le PSG a gagné la LDC. Prenez ça comme vous voulez, hein. Je vous la donne gratuitement cette stat. C'est un mec qui l'a sorti sur Twitter. Moi j'y crois totalement. Quand on voit à chaque fois dans quelles conditions le Paris Saint-Germain arrive à gagner, dans quelles conditions le Paris Saint-Germain arrive à soulever, à relever la tête dans des scénarios totalement impossibles, je me dis que c'est tellement scripté que c'est possible. La saison dernière, Lee Kang-in a marqué en premier. Là, il marque en premier cette saison. C'est un signe. Prenez-le ou non. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour moi, c'est sûr, le PSG, il va tout droit. En plus, vu notre niveau, il n'y a pas de doute, on va le faire. Les gars, on y va. On y va tout droit. Back to back, c'est pour nous cette année. Voilà, je le dis direct. Mais en attendant, allez, Paris. Kang In Lee, il est important, les gars. Ses couilles, elles sont en train de pousser enfin. Tu connais, les Coréens, ils sont mignons comme ça, là. Mais là, ils commencent à être moins mignons. Entreprenant balle au pied, muscle son jeu, grosse frappe. En plus de base, Kang In Lee, il a un bagage technique assez propre. Il a un bon pied, une bonne frappe de loin. Tape les coups de pied arrêtés. Et en dribble aussi. Regardez ses stats en dribble à Majorque. 67%. Regardez avec qui il traînait. C'était le meilleur pourcentage de réussite. Et là, ça nous dit quoi? Il ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Mais non, les gars. Enrique et Campos, si vous voulez pas recruter. On a déjà une très bonne rotation à la personne de Kang In Lee. Juste son problème, c'est que dans les très gros matchs, c'est pas un impact player. Du moins, pas encore. Il a que 23 ans. Là, on a vu que ses couilles, elles sont en train de pousser petit à petit. Lui, son problème, c'est quoi? C'est qu'il est pas assez entreprenant balle au pied. L'année dernière, c'était un peu ça. Il se renfermait un peu sur lui-même. Passe latérale, ça rendait fou. Et là, regardez le match qu'il a fait. J'espère que ça lui donnera confiance et qu'Enrique, il va l'alimenter en temps de jeu. En Ligue 1, c'est 6 buts, 6 passes. En 1600 minutes, l'équivalent de 18 matchs. Ça fait 12 GA en 18 matchs, les gars.
Il a son impact. Il est utile à faire souffler les autres. Et il nous a été utile dans cette Ligue des Champions, indirectement. En tout cas, là, l'objectif, il est clair pour Lee Kang-in. Être performant en Ligue 1, dans les premiers matchs de phase de Ligue en Ligue des Champions, être un impact player. Parce que logiquement, Enrique, s'il est pas fou, il va lui donner quand même du temps de jeu après ce match qu'il a pu faire. On pourra avoir cette rotation supplémentaire très polyvalente, on va pas se mentir. Il peut jouer ailier droit, milieu comme il a fait hier. Non, franchement, Kang-in, c'est un mec qu'il faut garder. On va voir c'est comment. Il nous permettra d'avoir une rotation supplémentaire en milieu de terrain avec Mayoulou et Zahir Emery, plus en ailier droit. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au pire des cas, en Ligue des Champions, il est pas ouf. Et il nous sert encore de rotation pour qu'on puisse aller loin en Ligue des Champions. T'es d'accord, pas trop d'accord, dis-moi ça en commentaire, on en parle. Si t'es fan du PSG, n'hésite pas à suivre mon compte. On est presque 10K les gars, merci pour la force. Un petit message à tous ceux qui pensent qu'Ousmane Dembélé c'est un joueur banal, c'est un joueur normal, tranquille. Pendant combien d'années on a dit Dembélé il est meilleur que Mbappé s'il améliore sa finition? Ce débat-là, on a tous fait avec nos potes, dans les quartiers, partout. Tout le monde était unanime dessus. On disait tous, Dembélé, s'il améliore sa finition, il est largement plus fort que Mbappé. Parce qu'on savait qu'en termes de talent, Dembouz c'est un crack. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs ils veulent faire passer Dembouz pour un joueur normal. Ouais, il met des petits buts par-ci, par-là, il presse. Et les gars, vous oubliez ce genre d'action là, ce qu'il a fait à Bernardo Silva dans la surface? Bernardo il s'est plié en 4, il était choqué. Vous oubliez les petits points qu'il a mis à McAllister contre Liverpool? Même hier, contre Tottenham, Betancourt il a pris. À tous les matchs, Dembouz il fait des joueurs. Les défenseurs ils ont grave du mal à défendre sur Dembouz les gars, il a les deux pieds, il est vif, il est... Et vous voulez le négliger en mode c'est un joueur tranquille. En plus de ça, il est décisif à tous les gros matchs. Mais vous voulez quoi de plus? Il a des stats dans les gros matchs. En dribble, faut pas... Certes, il n'est pas au niveau de Lamine Yamal, mais c'est pas non plus Erling Haaland. Loin de là même, carrément. Donc il a tout. Il a les trophées, les stats, les dribbles, la beauté. Hey, les matchs importants, les rêves, tout. Vous voulez quoi de plus de la part de Ousmane Dembélé? Expliquez-moi. Ça descend aux enfers. Tout a commencé à partir de sa première sélection. Je ne sais pas quel joueur a décidé de sacrifier Zahir Emery ce jour-là. Mais depuis ce jour-là, il s'en est jamais remis, les gars. Jamais. En plus, il faut voir le match contre Lille Féroé. Apparemment, plus d'1 an, il joue avec une douleur à la cheville. Parce que, apparemment, mal soigné. Mais ça n'a plus jamais été ce joueur-là. Il y avait eu ce merveilleux tweet qui avait dit les deux jeunes Français étaient visiblement trop forts. Ni l'un, ni l'autre n'a fait un match exceptionnel. Mais alors Zahir, je sais plus quoi penser, je sais plus. J'ai mal parce que c'est un Titi parisien, c'était un très gros prospect quand il est sorti. Les gars, il faut quand même se rendre compte, et il faut dire les termes. Hein. Quand un joueur sort et qu'il est fort, et qu'après il retombe dans l'anonymat, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas fort quand il est sorti. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu comme Ansu Fati au Barça, etc. Ses blessures l'ont tué. Et ça, il faut l'accepter. C'est pas parce qu'un mec était comparé à X quand il était fort qu'aujourd'hui, comme c'est une brêle, eh ben on en a trop fait avant. Non. Au moment où il est comparé à Jude Bellingham, les gars, c'est les deux plus gros prospects de la nouvelle génération. Tellement fort qu'en fait, dès ses premières sélections en espoir, les gars, il est mis capitaine. Il y a des mecs qui ont joué 10 ans en espoir, des Amine Gouiri, des trucs. Le mec qui vient, il prend le brassard en espoir, les gars. 3 matchs sélectionnés en équipe A. Il était l'élu d'une nouvelle génération, le porte-drapeau, le porte-étendard. Et une blessure. Vous savez, hein, il y a des joueurs qui se remettent jamais de ça. Hein. Et j'ai peur pour lui. Voici les 3 derniers pénaltys tirés en carrière par Nuno Mendes. Et regardez où il tire à chaque fois, s'il vous plaît. Le premier, c'était face à l'équipe de France lors de l'Euro. Le deuxième, face à l'Espagne lors de la Nations League. Et le troisième, hier, face à Vicario en Supercoupe. Et à chaque fois, les pénaltys ont été tirés de la même manière. Max de power shoot, lucarne droite. Tu pourrais même croire que t'es sur FIFA, tellement t'as l'impression que les pénaltys sont inarrêtables. C'est vrai que derrière aussi, je me pose une autre question. Est-ce que le PSG ne devrait pas changer de tireur de pénalty? Parce qu'on sait qu'actuellement, c'est Vitinha, voilà, sa petite technique de serpent. T'as l'impression qu'il essaie d'hypnotiser le gardien. Après, il tire. Et c'est vrai que c'est celui qui a la technique la plus raffinée, on va dire. Un peu comme Jorginho à Chelsea en 2021. Et je dis pas qu'il devrait changer de tireur
On met Nuno en tireur au détriment de Vitinha, non, mais plutôt Ousmane Dembélé, qui cette saison a quand même tiré 3 pénaltys au total, un en Ligue 1 qu'il a marqué et 2 autres en séance de pénalty qu'il a très bien frappé. Il a l'air d'avoir aussi une bonne technique et surtout le point crucial dans cette affaire, c'est que c'est lui le buteur de l'équipe. C'est lui qui est dans les classements des buteurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il va être dans des classements, vu que c'est pas lui qui tire les pénaltys, il part limite avec un handicap comparé aux autres attaquants des autres équipes. Qui pour la plupart sont les buteurs de leur équipe et en plus de ça, ils tirent les pénaltys. Après, c'est clair que c'est pas le seul joueur qui a été dans ce cas-là. On se rappelle de Benzema avec Ramos, c'était Ramos qui tirait. De plus, Benzema n'était pas non plus un bon tireur. Contrairement à Ousmane qui m'a l'air quand même à l'aise dans l'exercice. Après, vu la mentalité du groupe parisien, ça m'étonne pas vraiment. Car tu sens qu'ils veulent vraiment mettre en avant le collectif. Ils n'ont pas une individualité à qui tu donnes tout, les coups francs, les pénaltys, etc. Même si en soi, ce serait pas déconnant de lui donner, sachant qu'il les tire bien. Maintenant, à voir si cette situation peut changer. Surtout que Vitinha, les derniers pénaltys qu'il a frappés là, je l'ai vu rater face à Arsenal. Hein. Et là, maintenant, je vais rater face à Tottenham. Attention. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. C'est quoi ce match de ouf? Perdre 2-0 à 5 minutes de la fin. Paris Saint-Germain revient à 2-2, puis gagne au tir au but. Le PSG devient la seule équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. Un match totalement fou. On pensait qu'on allait voir le PSG au fond du gouffre. Le remake de la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Non, ils ont tiré des enseignements. Par contre, cette équipe doit être montrée dans toutes les écoles de football. Pas forcément parce qu'elle a fait cette fameuse remontada et qu'elle gagne le trophée au final. Juste parce qu'il est très important d'avoir des matchs de préparation. Ça, c'est primordial. Tottenham avait 5 matchs de préparation. Le PSG, 0. Le Paris Saint-Germain a tout simplement été pris par une adrénaline après être revenu au score. Et c'est ce qui a fait en sorte que le PSG, est parti mettre le deuxième et est parti gagner ce match. Lucas Chevalier officiellement adopté. Il est quand même fautif sur le deuxième but de Tottenham, mais il a grandement contribué à cette belle victoire. Vous imaginez, premier match sous les couleurs du PSG, c'est une victoire en Coupe d'Europe. Bravo Lucas Chevalier. Va-t-on entendre parler de Donnarumma maintenant? Du côté des Spurs de Tottenham, j'ai envie de mettre en avant Kudus qui a fait un match énorme. Vraiment bravo. Ça me fait plaisir et je suis sûr qu'on sera amené à voir une grande saison de Kudus. Matar Sarr, bien évidemment, on en parlait aussi il n'y a pas si longtemps, qui a aussi fait un grand match ce soir. Il me tarde de vous lire vos avis en commentaire.